Bon, on va commencer. Merci à tous d'être présents pour notre premier webinaire. Donc, on va vous présenter rapidement l'association qui organise ce webinaire, donc l'association Biotechno Marseille, et en particulier le forum qu'on organise le mois prochain. Et puis ensuite, on va commencer la discussion donc avec Florian Andriagnasi, qui est directeur général et cofondateur de PhD Talent, qu'on va laisser se présenter et puis vous présenter toutes les opportunités qui s'offrent à vous après la thèse. Bonjour à tous, merci de m'accueillir, Nassim, ainsi que toute l'association Biotechno Sud. Je suis très heureux de participer à ce webinaire, de vous présenter ce que j'ai à vous dire. Nassim, tu veux commencer par présenter Biotechno Sud, peut-être? Je vais laisser Margot et Sarah, donc, qui sont membres de l'association, le faire. Je vais vous parler un petit peu de notre asso. Donc, bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à notre webinaire. Donc, je m'appelle Sarah. Je m'appelle Sarah, je suis ingénieure d'études sur la plateforme du CIF à Lumini. Et donc, dans l'association, avec Margot, on fait partie du pôle logistique. L'association BioM, donc Biotechno Marseille en quelques mots. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, on était plusieurs collègues ingénieurs et thésards à discuter entre nous et on est tombé sur le même constat, c'est que au final, pendant leur cursus, les étudiants en biologie et sciences de la vie sont trop peu informés et accompagnés, voire pas du tout, des opportunités de carrière en dehors de laboratoires et des centres académiques. Et c'est dommage parce que, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, la métropole Aix-Marseille, c'est vraiment le berceau de nombreuses réussites scientifiques et industrielles, d'où la nécessité d'une collaboration entre les deux parties et la mise en relation avec ces jeunes étudiants et professionnels dès le début de la carrière. Donc, de là est né BioM, avec pour objectif d'informer les doctorants, ingénieurs, étudiants en master sur les possibilités de poursuite de leur carrière à l'issue de leur formation, et d'autre part, de mettre en place des passerelles entre ces jeunes chercheurs issus du monde universitaire et les professionnels et employeurs du monde économique. Donc, pour faire vivre notre réseau, en nous appuyant sur nos partenaires comme PhD Talent, par exemple, on va vous proposer régulièrement des rendez-vous sur différents sujets, que ce soit en ligne ou en présentiel, pour vous permettre de mieux appréhender votre avenir professionnel et vous informer sur les possibilités qui vous sont ouvertes après vos études et ou votre thèse. Donc, dans cette optique, on organise prochainement un forum, donc le forum Biotechno Sud. Donc, ce sera une journée de rencontre entre les jeunes professionnels du secteur biotech, medtech et industrie pharmaceutique. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Margot pour vous expliquer un petit peu le forum. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, pour le forum, il s'agira d'un événement, on va le faire sur une journée. Elle va être destinée à des étudiants, aux jeunes chercheurs en sciences de la vie, donc de l'Université d'Aix-Marseille, puisqu'on a principalement centré notre com là-dessus, mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et tous ceux qui sont intéressés. La date est prévue le jeudi 20 octobre 2022. Ça se passera au World Trade Center de Marseille. Et cet événement, il va avoir deux objectifs. Donc, ça va être de renforcer la visibilité auprès des étudiants et chercheurs du fort tissu industriel local dans les biotechnologies appliquées à la santé, mais aussi prouver aux acteurs du monde socio-économique les atouts et la véritable expertise développée par les étudiants issus de l'université. Donc, le programme de cette journée, on va avoir plusieurs conférences, des tables rondes, des ateliers sur la poursuite de carrière dans le secteur de la biotechnologie qui regroupe la plupart des acteurs de notre territoire. En ce qui concerne le programme, vous pouvez retrouver l'intégralité des informations et le programme détaillé sur notre site biotechnosud.com. Et on vous le redira jamais assez, n'hésitez pas à vous inscrire, mais tardez pas trop parce qu'on a déjà le 3/4 des places qui sont prises. Et une fois qu'on aura atteint le nombre de places, on pourra malheureusement plus accepter des gens. Donc, ce webinaire est donc une introduction à ce forum. Encore merci à PhD Talent d'avoir accepté de le faire avec nous. Et ça va nous permettre de discuter des différentes opportunités qui existent après la thèse.
Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. N'hésitez pas à utiliser la fonction lever la main. Sinon, vous pouvez écrire dans le chat également. On récupérera les questions et on les posera directement à Florian. En attendant, quand même, pendant la présentation, au cas où, on vous demande de quand même garder vos micros fermés et d'allumer ma caméra si vous le souhaitez. C'est plus sympa et plus convivial avec tout le monde. Donc avant de laisser la parole à Florian, je vais repasser la balle à Nassim qui va vous poser quelques petites questions pour apprendre à mieux se connaître. Donc normalement, vous voyez s'afficher sur votre écran un petit sondage. L'idée, c'est juste de voir, je ne sais pas si ça marche pour vous tous, sur quels sont, d'où vous venez, quelle est votre situation professionnelle, dans quel secteur vous travaillez, juste pour bien comprendre, bien saisir qui vous êtes et puis adapter aussi notre talk. On attend juste quelques minutes que tout le monde réponde et puis. Merci à vous. Je ne sais pas si vous voyez les résultats s'afficher. Mais bon, très globalement, on est entre doctorants. À peu près 80% des personnes ici sont doctorants. Une petite partie de postdoctorants et chercheurs, et en majorité dans le domaine des sciences de la vie. Avec, avant de discuter, plutôt la volonté de s'orienter vers le secteur privé, de découvrir d'autres métiers ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, je vais laisser la parole à Florian pour la suite. Merci à tous et puis bon webinaire. Merci et merci pour la présentation de Biotechnosud, c'était très intéressant. C'est toujours intéressant d'en savoir plus sur les gens qui se bougent et qui font des choses pour les doctorants, pour les docteurs. Du coup, encore une fois, merci à Biotechnosud de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir de faire ce premier webinaire de l'association. Donc, je suis Florian Dragnasi, je suis un des cofondateurs et directeur général de PhD Talent. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui vous attend après la thèse et comment se préparer au mieux à son après-thèse vers le secteur privé, puisque je vais présenter PhD Talent dans un instant, mais c'est un peu notre prisme, puisque notre métier, c'est de mettre en relation vous, doctorants, docteurs, avec des entreprises ou de vous guider vers l'entrepreneuriat. Je vais commencer par une petite question. N'hésitez pas à répondre directement dans le chat. Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Quelles sont les infos clés que vous voulez absolument avoir, que ce soit en termes de poursuite de carrière, en termes de compétences, en termes de choses pratico-pratiques, de salaire éventuellement, des choses qui sont importantes aussi pour vous, jeunes chercheurs. N'hésitez pas à répondre directement dans le chat pendant que je partage mon écran. N'hésitez pas aussi, pendant ma présentation, à m'interrompre pour poser vos questions.
c'est toujours plus intéressant quand les présentations sont dynamiques et que ce ne sont pas des monologues. Alors, j'ai une première réponse. Des idées sur l'avenir. Je suis en 3e année, je ne sais pas quoi faire et comment postuler. Postdoc, ingénieur, ok. Besoin de faire un postdoc pour travailler en entreprise, ok. Je n'ai pas précisé. Si jamais vous voulez poser vos questions en anglais, il n'y a aucun souci. Si c'est plus confortable pour vous. Comment savoir qu'un profil peut correspondre à une offre d'emploi qui n'est pas forcément un postdoc? Savoir les différentes possibilités, avoir une idée générale des salaires auxquels nous pouvons prétendre. Ok. Ok, je vois. Super. Bon, j'espère que je vais pouvoir y répondre. Nécessité de faire un postdoc ou pas. Ok. Possibilities for an engineer, got a doctoral degree. Comment passer de la recherche vers la santé publique? Pas facile celle-ci, effectivement. Je suis d'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse toute faite à cette question-là. J'ai une réponse toute faite pour est-ce que c'est nécessaire d'avoir un postdoc? Déjà, je vous la donne tout de suite. La réponse est non. Ok. Alors, normalement, le webinaire est prévu jusqu'à 19 h. J'ai un peu plus de temps. Donc, pour ceux qui veulent rester un peu après, il n'y a pas de souci. On est là pour discuter. On prend l'apéro ensemble. Du coup, je vais commencer par me présenter et présenter PhD Talent pour savoir à qui vous avez affaire. Donc, comme je vous le disais, moi, c'est Florian Andreagnasi. Donc, je suis docteur en physique. Et avant ma thèse que j'ai effectuée sur le plateau de Saclay, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai fait l'école centrale de Lyon. Pour moi, c'est important parce que quand on est dans une grande école, dans une école d'ingénieurs en France, pour ceux qui ont fait le même type de parcours, vous le savez sûrement, mais on ne vous pousse pas forcément à faire un doctorat. En tout cas, à l'époque de mon cursus d'ingénieur, c'était pas la mode. Et pourquoi je suis arrivé en thèse? Pourquoi je suis arrivé en thèse? Un peu par hasard, dans le sens où en fait, j'ai fait en parallèle de mon école d'ingé un master de recherche qui s'appelle Nanoscale Engineering, qui existe toujours, qui est porté par l'école centrale, l'Université de Lyon 1 et l'INSA Lyon. Et pour valider en même temps mon diplôme de master et mon diplôme d'ingénieur, j'étais obligé de faire un stage en recherche. Et donc, je suis arrivé à l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche en aérospatiale, qui est aussi sur le plateau de Saclay, en tout cas un de leurs sites. Et j'ai retrouvé ou trouvé l'amour de la recherche. Et donc, c'est pour ça que j'ai continué ensuite en thèse. Donc, un peu par hasard, je suis arrivé en thèse. Il y a quand même une chose qui était importante pour moi à ce moment-là et qui est liée à mon cursus d'ingénieur, c'est que je voulais faire une thèse appliquée, voire très appliquée. Donc, j'ai fait une thèse CIFRE, en l'occurrence au centre de recherche de Thales. Pour ceux qui ne connaissent pas, Thales, c'est un très grand groupe français d'aéronautique et de défense. Ils font des systèmes embarqués, beaucoup de systèmes embarqués. Et donc, j'ai fait une thèse en physique dans leur centre de recherche qui est sur le plateau de Saclay. Et donc, pour revenir à mon cursus d'ingénieur, pendant mon cursus d'ingénieur, je faisais partie de la junior entreprise. Donc, le concept de junior entreprise, c'est que c'est des élèves qui font des missions pour des entreprises, des petites missions qui sont tout à fait faisables par des élèves ingénieurs. Pendant ma thèse, je faisais partie d'une association, et vous allez vite voir où je veux en venir, qui s'appelait PhD Talent, et donc qui avait pour objectif de promouvoir le doctorat auprès des entreprises. Et à l'époque, l'unique activité de l'association était d'organiser un événement qui s'appelle toujours le PhD Talent Career Fair, et qui est un forum de recrutement dédié aux jeunes docteurs avec pour constat global très basique qu'il y avait des forums de recrutement pour à peu près tous les profils possibles, école d'ingé, école de commerce, master, et il n'y avait pas de forum de recrutement à l'époque pour les profils docteurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a monté une asso qui a
qui a développé ce forum. Donc, j'ai soutenu ma thèse en mars 2015. Je suis resté chez Thales quelques mois pour finir des manips. Et une fois que j'ai quitté mon poste chez Thales, même si j'avais des propositions pour rester chez eux, je ne le voulais pas parce que je voulais être dans une structure plus petite et plus agile, puisque un grand groupe d'aéronautique et de défense, c'est pas très agile. Et donc, je me suis posé la question de ce que je voulais faire. Donc, j'ai un peu fait semblant de chercher un boulot. Souvent, j'arrivais en bout de process, il restait 2 candidats et je pense que d'une certaine manière, je me sabordais et c'était jamais moi qui étais choisi. Et donc, en fait, je me suis rendu à l'évidence à un moment donné que en fait, je voulais créer ma propre boîte. Et donc, PhD Talent se développait bien, toujours à l'époque, avec le bureau ces personnes-là sont devenues mes associés. Et donc, pendant 1 an, on s'est dit, OK, on va faire de PhD Talent une entreprise. Sauf que juste faire un forum de recrutement, ça ne suffit pas pour faire vivre une entreprise. Et donc, pendant 1 an, s'est dit, qu'est-ce qu'on va vendre comme service à des entreprises pour mettre en valeur le savoir-faire, le savoir-être et les compétences des docteurs. Et donc, on a créé PhD Talent en 2017. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour vous raconter seulement ma vie, qui a un intérêt, qui est ce qui est, mais c'est surtout pour vous montrer qu'une poursuite de carrière, en tout cas une carrière professionnelle, ça ne se construit pas du jour au lendemain et que passer de l'entrepreneuriat à la recherche, de la recherche à l'entrepreneuriat et puis finalement faire le mix des deux, c'est un peu l'histoire de ma vie, mais ça a mis de 2008, en gros, au moment où je suis rentré en école d'ingé, jusqu'à 2017. Donc, ça a mis quasiment 10 ans pour se construire et arriver à finalement ce qui est mon métier d'aujourd'hui, à savoir directeur général d'une petite start-up où on est 10. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait chez PhD Talent? On fait 2 choses aujourd'hui. On fait une activité qui est un peu l'activité innovante qu'on a lancée en lançant PhD Talent, qui est qu'on permet à nos clients entreprises de faire appel à vous, doctorants et docteurs, pour des missions courtes en freelance, où on permet à nos clients qui sont des startups, des PME, des grands groupes, de vous faire des états de l'art scientifique, des veilles techno, des analyses de données, des simulations numériques, des études sociaux pour ceux qui sont en sociaux. Enfin, bref, on a fait des choses extrêmement variées. Et donc, vous êtes évidemment payé pour, et les entreprises bénéficient de votre expertise sur un sujet donné. Pour vous donner un exemple, là, une des missions qu'on a fini récemment, j'ai fait avec un doctorant de 3e année du CEA à Paris, une mission sur le lien entre tuberculose et nutrition. Et donc, il a rendu un rapport d'une 50aine de pages, me semble-t-il, d'état de l'art sur le sujet. Et notre deuxième pan d'activité, c'est un pan de recrutement où on accompagne nos clients sur le recrutement de jeunes docteurs et de post-doc, avec la spécificité qu'on n'a pas un modèle de cabinet de recrutement, en tout cas un modèle économique de cabinet de recrutement, on a un modèle économique de plateforme. Et donc, on permet à vous, docteurs et docteurs, de vous connecter sur notre plateforme, d'accéder aux opportunités de carrière qui sont proposées par nos clients. Et donc, ces opportunités, elles sont présentées sous, en gros, 3 formes différentes. Une forme de job board, assez classique, vous avez accès aux offres d'emploi. Une forme d'événements digitaux, donc soit des événements digitaux thématiques à des dates données, soit sous forme de speed meeting, donc on organise un peu à la volée en fonction des besoins de nos clients. Et enfin, notre événement massif et qui est devenu aujourd'hui le plus grand forum au monde dédié au recrutement de docteurs, qui est le PhD Talent Career Fair, où on accueille 5000 doctorants et jeunes docteurs, 150 entreprises sur une journée, donc à Paris, au 104 Paris. Donc cette année, c'est le 21 octobre, donc le lendemain du forum Biotechnosud. Et donc, vous pouvez directement vous inscrire sur la plateforme. C'est gratuit et c'est libre d'accès.
Florian, je me permets de t'interrompre. On a une question. On voudrait avoir un peu plus d'informations sur comment on peut participer aux missions, les missions courtes que tu présentes. Alors, Euh, il y a deux manières. La première, c'est sur la plateforme pour les missions qui ne sont pas confidentielles. Elles sont postées directement sur la plateforme et donc vous pouvez candidater directement sur la plateforme dans l'onglet qui s'appelle Mission. D'accord, donc c'est Euh, toi qui mets au point, tu discutes avec l'entreprise qui a besoin de quelqu'un, tu mets au point la fiche, on va dire, et après les personnes peuvent aller directement se consulter. Tout à fait. Et il y a une deuxième manière qui est une manière un peu en sous-marin, entre guillemets, c'est qu'on a certains de nos clients qui souhaitent, pour des raisons stratégiques, que les missions restent confidentielles. Et Bien donc, sûr. la mission n'est pas publiée sur notre plateforme. Et donc, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, c'est même la majorité de nos missions. Et donc, le meilleur moyen d'être repéré par mon équipe pour ces missions-là, c'est d'avoir un profil bien rempli. Et du coup, nous, on fait des recherches par mots-clés directement sur notre base de données. D'accord. Et votre profil remonte s'il correspond aux compétences qu'on recherche et on vous contacte en direct. Ok, très bien. Il y a une question, je crois, de Romain. Voilà, on a Romain qui lève la main. Ouais. C'est pareil, c'est par rapport à ces courtes missions. En fait, est-ce que c'est vraiment compatible avec la thèse dans le sens où, donc là, vous parliez d'un rapport de 50 pages à rédiger, mais c'est en fait, c'est sur quel temps et ça demande quoi concrètement comme investissement et il y a quoi comme autre type de mission? Parce qu'étant donné qu'a priori, en thèse, on a déjà des journées bien chargées, euh, du coup, est-ce qu'on a vraiment le temps, le temps qu'on accorde le soir, par exemple, ou sur notre temps libre pour faire ça, est-ce que c'est suffisant ou il faut vraiment empiéter et se dire, OK, je bloque 3 jours où je ne bosse pas sur ma thèse pour faire le truc, par exemple? Alors, effectivement, ouais, je suis passé par là, donc je sais que vos journées sont bien chargées. Donc, là où, quand on a des missions qui sont entre guillemets urgentes, où on a besoin d'un quasi-temps plein sur 2 semaines, par exemple, là, on fait plutôt appel à des gens qui sont disponibles ou qui font déjà du freelance de manière habituelle et pas un doctorant qui a un calendrier qui est plus compliqué à gérer. Ces missions-là, typiquement, l'exemple que je vous ai donné, on l'a étalé sur 2 mois et demi, 3 mois, quasiment. Et donc, il a eu le temps, avec des points réguliers avec le client, et donc il a eu le temps de faire ces avancées-là. Sachant qu'en l'occurrence, nous, notre travail, c'est de trouver le doctorant dont le sujet de thèse est le plus proche possible. Et donc, en l'occurrence, le doctorant en 3e année qui a fait ce rapport-là, le deal, c'est qu'il pouvait réutiliser une partie du rapport pour sa propre intro de thèse. Parce que c'était tellement proche de son sujet que ça lui a servi pour sa thèse. OK. Du coup, il était payé pour faire son intro, quelque part. Ouais, c'est plutôt cool. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois pas, il n'y a pas de questions dans le chat et personne n'a levé la main. Donc, Ok, super, je tu peux continue. continuer. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet du webinaire. Après ce moment publicité et moment présentation et introduction sur qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, surtout, après votre thèse ou votre postdoc. Déjà, pour commencer, je commence toujours par les mauvaises nouvelles. Comme ça, on se met d'accord sur les chiffres et sur les constats qui sont face à nous, en fait. Le premier constat, c'est quelles sont vos chances, entre guillemets, d'arriver dans le secteur académique, pour ceux qui ont envie, encore aujourd'hui, d'arriver dans le secteur académique. Donc, globalement, aujourd'hui, en France, on diplôme à peu près 15 000 docteurs par an, un petit peu moins. Et sur les dernières promotions, entre guillemets, il y avait entre moins de 2000 postes, même sur la dernière, moins de 2000 postes d'enseignants-chercheurs. Donc, ça comprend universités et institutions type CNRS, INSERM et autres, de chercheurs dans le public. Ce qui veut dire qu'en flux, 13% d'entre vous
pourront avoir un poste de chercheur, ancien chercheur. Donc, ça veut dire que 87% d'entre vous, si on le prend dans l'autre sens, feront autre chose que de la recherche académique. Donc, déjà, on va éliminer un premier biais ou un premier préjugé que la carrière académique n'est pas la poursuite de carrière principale des docteurs. Ça, qu'on soit clair là-dessus. On a un peu cette impression-là parce que quand on regarde un peu les parcours de carrière, donc il y a une enquête qui a été faite par un de nos partenaires, qui est un cabinet de recrutement dédié aux docteurs, qui s'appelle Ad Hoc Talent Management. Donc c'est une enquête qui date un peu, qui date de 2017 maintenant, mais les choses n'ont pas fondamentalement changé. C'est que 5 ans après, il y en a encore 53%, enfin vous êtes encore 53% du monde académique. Sauf que ces 53%, c'est en très grosse majorité des gens qui sont encore en postdoc. Et donc avec des CDD et qui finiront par faire autre chose après. Donc la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir un emploi entre guillemets précaire pour finalement quand même faire autre chose après, ou vous voulez tenter votre chance jusqu'au bout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut juste être conscient des probabilités que ça arrive ou que ça n'arrive pas. Alors, du coup, là, ce que je vais faire, c'est 3 slides sur les 3 grands types de carrières que vous pouvez avoir post-thèse. Elles ne sont pas du tout exhaustives, c'est un peu les 3 grands types. Et quelques conseils pour vous aider à aller vers ce type de carrière. Donc, la R&D privée, donc le premier point. Donc, évidemment, la R&D privée, c'est ce qui attire et ce qui recrute le plus les jeunes docteurs post-thèse ou post-postdoc. Pourquoi? Parce que déjà, la R&D privée, ça existe dans tous les domaines possibles. Là, vous êtes essentiellement issu des sciences de la vie, mais il y en a dans beaucoup d'autres domaines. D'ailleurs, on peut naviguer assez facilement d'un domaine type sciences de la vie à d'autres domaines. J'en parlerai un peu plus tard, mais si pendant votre thèse, vous avez fait de la bioinfo, de la biostat, globalement, vous allez pouvoir vous réinsérer dans beaucoup d'autres domaines parce que vos compétences en info et en stat, elles sont demandées dans d'autres domaines. Et même si vous n'avez pas fait biostat ou bioinfo, il y a des secteurs qui recrutent des docteurs en bio et qui ne sont pas pour autant des biotech ou de la pharma. Là où il faut faire attention sur la R&D, c'est que souvent vous avez le focus ou en tout cas le prisme de dire ok, je vais aller voir les centres de R&D des grands groupes, dans votre cas des grands groupes pharma, pour les citer, les Sanofi, les Servier et autres, qui sont très bien et c'est top, ils ont beaucoup de moyens, du coup vous pouvez faire de la belle recherche, de la bonne recherche chez eux. N'oubliez pas les petites entreprises et les startups et les PME où il y aura peut-être un peu moins de moyens, quoique si vous allez dans une biotech qui a levé beaucoup d'argent, vous avez quand même des moyens. Mais vous avez surtout la possibilité d'avoir, entre guillemets, plus d'impact sur votre poste, sur votre évolution de carrière et sur ce que va devenir la société, l'entreprise qui vous a embauché. Donc ça, c'est vraiment important à notre sens de se dire, d'imaginer l'ensemble des prismes possibles, des horizons possibles quand il s'agit de faire de la R&D. Faire de la R&D dans une startup ou une PME, ce n'est pas la même chose que de faire de la R&D dans un grand groupe. Et malheureusement, souvent, vous ne regardez pas assez de ce côté-là pour aller voir un peu quelles sont les entreprises dans votre secteur qui font de la R&D ou qui existent déjà. Ce que je conseille souvent, c'est d'aller voir les annuaires, typiquement soit des incubateurs, soit des pôles de compétitivité, qui sont des regroupements. Donc, incubateurs, évidemment, qui regroupent des startups. Les pôles de compétitivité, c'est plus large, ça regroupe
dans un secteur donné, dans une région donnée, les entreprises de la startup au très grand groupe qui travaillent justement sur des sujets donnés. Typiquement, nous, chez Via Talent, on travaille depuis des années avec un pôle de compétitivité qui s'appelle Finance Innovation. Et comme son nom l'indique, c'est un pôle qui regroupe les entreprises de la finance, de la banque, de l'assurance, et qui se regroupent sous forme d'associations et qui discutent de sujets communs. Et donc, tous les pôles de compétitivité ont un annuaire et pour découvrir les entreprises qui recrutent et qui sont dans ces domaines-là, je vous invite à aller voir ce type de pôle. Évidemment, il y a des pôles dans le domaine de la santé et de la bio. Dernier point, qui ne doit pas être le point que vous mettez en avant en premier, mais qui est un point ultra important parce que c'est un avantage compétitif quand vous êtes doctorant et jeune docteur, c'est le crédit impôt recherche et en particulier le dispositif jeune docteur. Juste un peu à vue de nez, soit dans la discussion, soit en levant la main, qui connaît le dispositif jeune docteur? Ok, j'ai un mois. Comme je suis en partage d'écran, On en a 5, ouais, on a 5 mains levées aussi. Ok, Voilà. ok. Jamais entendu parler, pas moi. Ouais. Ok. Je pense qu'une grande majorité des gens ne connaissent pas ce dispositif. Ok. Du coup, je vais reprendre depuis le début sur qu'est-ce que le crédit impôt recherche et dans le crédit impôt recherche, qu'est-ce que le dispositif jeune docteur. Le crédit impôt recherche. Alors déjà, je vais commencer par la manière vulgaire de le dire, qui est que la France est un paradis fiscal de la R&D. Pourquoi? Parce que quand une entreprise dépense de l'argent en ce que l'État considère de la R&D, ce qui est très large déjà, l'entreprise va pouvoir se faire rembourser une partie de ces dépenses-là. Et par défaut, cette partie-là, c'est 30% des dépenses. Dans certains cas, ça monte plus haut. Et le plus haut qu'on puisse trouver, c'est quand l'entreprise recrute un jeune docteur après sa thèse ou après son postdoc pour son premier CDI, justement en R&D après sa thèse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous finissez votre thèse, vous finissez votre postdoc, vous n'avez jamais eu de CDI depuis la soutenance de votre thèse. L'entreprise qui vous recrute sur un poste de R&D va se voir rembourser pendant 2 ans 120% de votre salaire brut chargé. Si on le dit autrement, l'entreprise gagne de l'argent juste en vous embauchant. Voilà. Alors, évidemment, c'est un crédit d'impôt, donc l'entreprise, elle ne touche pas de l'argent tout de suite, parce qu'il y a un décalage de trésorerie d'au moins 1 an entre le moment où elle décaisse pour vous payer et le moment où elle se voit rembourser cet argent-là. Donc, souvent, pour les startups, ça peut poser problème parce qu'il faut avoir la trésorerie pour payer le jeune docteur. Mais pour les grands groupes, c'est loin d'être un souci. D'ailleurs, il y a certains grands groupes qui, pour le coup, je ne donnerai pas de nom, qui ont très bien compris le système et qui recrutent des jeunes docteurs à tour de bras parce que ça ne leur coûte rien. Et c'est comme ça qu'ils financent le R&D. Donc, c'est vraiment… Et pour le coup, ça ne marche qu'avec les jeunes docteurs. Donc, ça, c'est un avantage compétitif ultra important à ne pas mettre en avant. Enfin, ne pas mettre en avant. En mettre en avant, mais pas à mettre en premier. Ce qu'il y a à mettre en premier, c'est vos expériences, vos compétences. Qu'on soit bien d'accord. En revanche, toute chose égale par ailleurs, le dispositif jeune docteur peut vous faire gagner. Est-ce que j'ai été clair sur mon explication du dispositif jeune docteur? Romain a encore la main levée. Ouais. Est-ce que c'est encore le vote? Non, il vient de relever la main. Ouais. C'est une nouvelle question. C'est par rapport à du coup ce crédit impôt recherche. Ça demande une mise en place particulière ou c'est juste un fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre soutenance, pendant X années, on peut avoir ce droit et c'est automatique, quoi. Alors, ce n'est pas vous qui allez faire la demande. Ce n'est pas vous en tant que jeune docteur. C'est l'entreprise
qui a des activités de R&D, tous les ans, elle envoie un document, un rapport à l'État pour dire j'ai fait tel travaux de recherche avec tel type de personnel, sur tel projet, ça m'a coûté tant, voici ce que vous devez me rembourser. Soit l'État dit OK, et ils envoient l'argent ou il y a une déduction d'impôt, soit l'État dit on a des doutes sur cette partie-là, et puis il y a un contrôle de la part d'experts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais dans tous les cas, vous, en tant que jeune docteur, vous n'avez absolument rien à faire. Et du coup, on est considéré jeune docteur pour cette règle-là jusqu'à combien de temps après la thèse, a priori? Il n'y a pas de limite. Tant que vous n'avez pas eu de CDI. Ah d'accord, ok, c'est juste ça. Et c'est Ok. pour ça que le nom du dispositif est assez mal compris parfois par les entreprises, parce que le terme jeune n'est pas relatif à l'âge. Ouais, Il est juste relatif au fait de ne pas avoir eu de CDI après sa thèse. ok. Merci beaucoup. Il y a une autre question dans le chat par rapport à ça. Il y a plusieurs types de doctorants. Il y a les doctorants qui sont dans des laboratoires privés, qui sont embauchés par des testifs. Ouais. Et enfin, il y a plusieurs types de doctorants. Est-ce que ce dispositif-là s'applique à tout le monde? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas, Alors, de je crois que, différence. Il n'y a pas de excusez-moi, je vous différence. coupe, je crois qu'il Et y a la... parce que la règle est très claire, c'est premier CDI après la soutenance de thèse. Donc, que vous ayez eu une thèse sur projet européen, sur contrat doctoral classique, sur CIFRE, peu importe. Ok, très Alors, bien. je crois qu'il y a la même personne qui a posé la question Oui. qui est en train de lever la main dans le chat. Tu peux... Ouais. En fait, ma question, Ah, vas-y. vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend, Oui, on vas-y. t'entend. En fait, ma question, c'est plus, vu que moi, je suis doctorante, mais j'ai une bourse, je suis pas... Alors, là, on t'entend plus. On t'entend. Ouais, le Alors, micro il y marche a mal. des choses que les étudiants de l'école doctorale ne sont pas en cours. Je ne crois pas que... J'espère que vous avez compris. Non, On n'a non, pas on n'a pas entendu, compris. donc ça a coupé, Est-ce que tu malheureusement. peux poser ta question soit à l'écrit, soit Alors, éventuellement couper la caméra? Je pense qu'il y a un problème de réseau. Ouais. vous m'entendez? Ouais. Maintenant, C'est vous juste que... m'entendez? Ouais, on t'entend, vas-y. Là, mieux, ouais. Ok, d'accord. Le fait, c'est que je suis doctorante à l'IHU Méditerranée avec une bourse. Je suis pas, j'appartiens, je suis pas, j'appartiens pas à j'appartiens à l'école doctorale, mais je paye pas des impôts. Et il y a 3 ans, c'est pas un contrat de CDI ou quoi que ce soit, c'est juste une bourse. Et c'est pour ça que je pose, est-ce que ce crédit impôt recherche, il est applicable sur cette catégorie-là ou pas? Bien sûr. Encore une fois, Oui. on ne compte que ce qui se passe après la soutenance de thèse. Tant que vous avez soutenu D'accord. une thèse de doctorat, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Il y a une deuxième question dans le chat. Il y a marqué, alors, après les 2 ans de CDI ou pour le deuxième CDI, est-ce qu'il y a encore des avantages financiers à embaucher des docteurs? Par Tout à exemple, fait. 40% Il y a pas alors, c'est pour ça que des entreprises ont très bien compris le filon, c'est qu'il n'y a pas de limite au nombre de docteurs embauchés. Et donc, l'entreprise qui a recruté un docteur, elle peut très bien en recruter 2, 3 d'un coup, ou si elle en recrute un, puis au bout de 2 ans, elle en recrute un autre. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a quand même une règle pour éviter trop d'effets de bord de cette règle-là, qui est la règle de faire en sorte que le nombre de personnes affectées à la R&D soit en augmentation ou constant. C'est-à-dire, une entreprise ne peut pas se dire, bah, je prends 15 docteurs, 15 jeunes docteurs, tous les virer au bout de 2 ans, et puis se dire, allez, j'en reprends 10. Mais ça ne marche pas. Donc, il faut quand même qu'il y ait quand même une condition de stabilité de l'effectif de R&D pour l'entreprise.
Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions sur le crédit impôt recherche, je vais Non. continuer. Ouais. Ensuite, on va arriver sur le monde du conseil. Ça, pour le coup, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. On parle beaucoup du monde du conseil. On dit beaucoup de choses et surtout, on ne fait pas de différence entre les différents types de conseils qui peuvent exister. Et pourtant, il y a des métiers qui n'ont absolument rien à voir avec les uns avec les autres. Donc déjà, il faut que vous fassiez la différence entre les différents types de conseils. J'en ai listé quelques-uns ici. Ce n'est pas du tout exhaustif. Mais c'est un peu les 4 grands types que vous pouvez retrouver qui recrutent le plus de docteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le conseil en management ou en stratégie et management. Ensuite, vous avez le conseil en innovation et technologie où on va plus utiliser votre expertise scientifique. Il y a le conseil en financement de l'innovation. Et enfin, il y a tout ce qui concerne la propriété intellectuelle. Donc, si je reprends dans l'ordre, globalement, le conseil en stratégie, c'est conseiller des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, sur leur stratégie commerciale, de R&D, de je ne sais quoi, et leur organisation, pour ce qui concerne le management. Et donc là, a priori, on ne va pas forcément vous demander d'utiliser vos compétences scientifiques et techniques qui auront été développées pendant la thèse. Là, ce qu'on va vous demander, c'est les cabinets qui recrutent des docteurs. Donc, typiquement, il y a des grands cabinets type BCG, McKinsey qui recrutent des docteurs pour ce type de poste. Là, ce qu'on va vous demander, c'est de montrer que vous avez une vraie capacité d'analyse, une vraie capacité de synthèse, que vous avez une rigueur, que vous avez de la méthodologie. Et donc, c'est sur ces compétences-là, qui sont les compétences transverses que vous développez pendant votre doctorat, qu'on va vous embaucher. Pour ce qui est le conseil en innovation et technologie, donc là, c'est plutôt le conseil en ingénierie, d'une certaine manière, donc des cabinets type Capgemini Engineering, Alten, ces grandes entreprises-là. Il y en a des plus petites aussi, où là, on va utiliser votre expertise scientifique pour faire de la R&D en interne ou pour aller accompagner des clients qui ont des problématiques d'ingénierie. Ingénierie au sens large, pas forcément sciences de l'ingénierie. Ensuite, troisième type, qui recrute beaucoup de docteurs aussi, c'est le financement de l'innovation. Alors, on revient au sujet précédent où vous avez eu beaucoup de questions, qui est le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche est devenu un vrai business en France, dans le sens où le fameux dossier dont je parlais, qui est envoyé à l'État tous les ans avec la description des projets, avec l'évaluation des coûts, etc., c'est long et c'est coûteux pour une entreprise de le faire. Du coup, c'est souvent externalisé auprès de ces cabinets-là, donc cabinets en financement de l'innovation. Et vous, en tant que docteur, ce que vous allez faire, c'est participer à deux choses. Il y a un travail à la fois technique, de comprendre les travaux de recherche qui ont été faits par l'entreprise, de les formaliser, et un travail plus, on va dire, de comptabilité, d'arriver à évaluer les coûts qui ont été engendrés par ces activités de R&D. Et donc, du coup, les cabinets de financement de l'innovation recrutent beaucoup de docteurs pour pouvoir appréhender les sujets qui sont traités par leurs clients. Et enfin, les cabinets en propriété intellectuelle. Donc, soit il y a une grande institution en France qui s'appelle l'INPI, qui recrute beaucoup de docteurs, ou sinon, il y a des cabinets privés qui font de la propriété intellectuelle. J'imagine que c'est des sujets auxquels vous avez été confrontés en tant que doctorant. Quand on développe de la technologie, souvent on dépose des brevets. Ces brevets, ils doivent être défendus, ils doivent être rédigés, il y a tout un travail administratif et technique à faire autour des brevets. Et il faut aussi avoir l'expertise scientifique pour pouvoir rédiger un brevet, pour le comprendre, pour comprendre la techno, pour comprendre les enjeux de l'entreprise vis-à-vis de ce brevet-là. Et donc, encore une fois, dans les cabinets de propriété intellectuelle, il y a beaucoup de docteurs qui sont recrutés. Attention toutefois sur la propriété intellectuelle, souvent il est demandé, alors soit pendant votre CDI chez eux, soit en amont, d'avoir une certification qui est donnée par un organisme qui s'appelle le CEPI, qui se trouve à Strasbourg. Et donc, en fait, la propriété intellectuelle, c'est un métier réglementé.
Et donc, pour pouvoir faire un certain nombre d'activités dans la propriété intellectuelle, il faut avoir cette certification. Et donc, alors je fais ma pub, mais l'INPI, le CIPI et toutes les associations de propriété intellectuelle seront présentes le 21 octobre au Carrière Fair. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir. D'une manière générale, sur les métiers du conseil, en particulier le premier, conseil en stratégie et en management, il faut bien se préparer parce que une des spécificités des process de recrutement de ces cabinets-là en stratégie, c'est des process extrêmement longs et qui sont très codifiés dans le sens où on va vous faire passer un certain nombre de use cases, de cas d'usage à craquer. Et donc, vous serez face à un consultant du cabinet qui va vous dire si tu te retrouves dans telle situation, enfin, ton client te propose telle situation, comment tu t'y prends pour résoudre le problème, quelles données tu lui demandes, etc., etc. Et donc, c'est très codifié, ça se bachote. Il y a des livres qui sont très reconnus pour ça. Et donc, si c'est des métiers qui vous intéressent, je vous invite à bien préparer vos cas d'usage, vos études de cas. Est-ce que sur la partie conseil, vous avez des questions? Encore une fois, les 4 types de conseils que j'ai présentés, c'est 4 exemples. C'est un peu les 4 grands types qui recrutent des docteurs. Ce n'est pas exhaustif. Pas de questions sur conseil? Non, j'ai pas de questions dans le chat. Ok. Ah. Très clair, merci. Voilà. Très Quelqu'un clair. t'a dit très clair, merci. Donc, je pense Voilà. que tu as été très clair. Et n'hésite pas à faire ta pub, on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Et dernier point, alors évidemment, ça ne représentera pas un grand nombre d'entre vous, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Parce que je pense que vous avez reçu beaucoup de messages sur le sujet, qui est l'entrepreneuriat. Mon premier message, avant de vous expliquer ce qu'il y a sur la slide, c'est ne rentrez pas dans l'entrepreneuriat parce que c'est une mode, parce que c'est la Startup Nation, parce que je ne sais quoi. Rentrez dans l'entrepreneuriat, lancez-vous dans l'entrepreneuriat parce que vous y croyez, parce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Et ne suivez pas la mode juste parce que c'est une mode. Parce que l'entrepreneuriat, pour le coup, ça suppose des sacrifices personnels en termes de temps de travail, en termes de ressources financières qui ne sont pas anodines. Donc, voilà, ce n'est pas à prendre à la légère. Ceci étant dit, pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup d'entrepreneuriat aux doctorants et aux jeunes docteurs? Parce qu'en 2019, BPI France et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont lancé un plan à l'époque de 2 milliards d'euros, mais ça a été abondé encore plus, je ne sais plus à combien de milliards on est, pour favoriser la création de startups qu'on appelle Deep Tech. Je vous expliquerai ce que veut dire Deep Tech juste après. En France. Donc aujourd'hui, il y a, je ne sais plus, à peu près 200 startups Deep Tech qui sont créées par an. L'objectif à 2024 ou 2025, je ne sais plus exactement, c'est d'en avoir 500 par an. C'est extrêmement ambitieux parce que il faut avoir à la fois les gens qui portent les startups et l'argent pour créer ces startups. Donc, qu'est-ce qu'une startup Deep Tech au sens de BPI France et du MESRI, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche? Une startup Deep Tech, c'est une startup qui repose sur une technologie de rupture qui a été développée par ou en lien avec un laboratoire de recherche académique. Donc, généralement, une startup biotech, c'est Deep Tech. Une startup qui a développé un nouveau type de puce électronique, c'est Deep Tech. Les startups du quantique, c'est Deep Tech. Certaines startups de l'intelligence artificielle, c'est Deep Tech. Voilà. C'est un peu ce qui englobe le terme Deep Tech. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé vous, en tant que doctorant ou jeune docteur, de créer ce type de startup. L'État vous incite à créer ce type de startup,
vous voyez bien dans mon cas personnel que moi, j'ai créé une startup où je vends du service. J'ai 3 développeurs chez moi et je développe une plateforme, mais c'est un peu mon seul asset technologique. Mon vrai asset, c'est le service que je rends à mes clients. Donc voilà pourquoi, c'est juste pour un peu de contexte, pour expliquer pourquoi on parle beaucoup d'entrepreneuriat aux jeunes chercheurs aujourd'hui. 2 choses l'une. Financer une startup aujourd'hui, même si ça a tendance à changer parce que les taux remontent, etc., enfin, liés à la géopolitique mondiale, jusqu'à il y a peu de temps, financer une startup, ce n'était pas si compliqué que ça. Avoir un premier salaire, c'est pas si compliqué que ça aussi. Alors, sauf cas exceptionnel, qui est en l'occurrence le cas de la doctorante qui était en bourse tout à l'heure, qui ne cotise pas. Le premier financeur des entrepreneurs en France, c'est Pôle emploi. C'est eux qui financent les premiers salaires des startups, parce que généralement, on ne se paye pas en tant qu'entrepreneur au début. Et donc, ceux qui payent, c'est l'État, c'est Pôle emploi. Dans le cas des startups technologiques, il est tout de même possible de trouver sans trop de soucis de l'argent auprès de BPI France, auprès des SAT, je vous vais expliquer dans un instant ce qu'est une SAT, auprès des régions, etc. Quand vous lancez une startup, si vous lancez une startup technologique, il faut faire attention à une chose. Alors certes, vous allez lancer une startup technologique basée sur de la recherche, mais à partir du moment où vous lancez un produit commercial, il faut faire attention à bien faire la différence entre ce qui est recherche et innovation. Ma définition de l'innovation, et qui du coup n'est pas la définition de la recherche, pour moi, la définition de la recherche, c'est le process qui permet de créer de la connaissance. L'innovation, c'est le process qui permet de transformer cette connaissance en un produit qui a atteint son marché. De la connaissance, on en crée beaucoup. De l'innovation, on en crée beaucoup aussi, mais le lien entre les deux, il n'est pas forcément évident. Ou en tout cas, la passerelle entre les deux n'est pas forcément évidente. Donc, ça veut dire que si vous créez une startup technologique, il faut aussi arriver à changer d'état d'esprit, se dire, je ne fais pas que de la recherche, c'est qu'à la fin, cette recherche, il faut que ça devienne un produit qui se vend et pour que je puisse payer mon salaire et le salaire de mes salariés. Donc, ça paraît basique à dire, mais souvent on l'oublie. Et donc, dans tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire ou qui vous pouvez contacter pour vous aider dans votre démarche entrepreneuriale? Il y en a pas mal. Il y en a même parfois un peu trop. Il y a beaucoup de guichets qui sont disponibles aujourd'hui. Mais pour vous, en tant que docteur, il y a les pépites, donc le pôle entrepreneuriat. J'imagine qu'il y en a un à Aix-Marseille Université. Il y a la SAT. Donc, je ne sais pas de quelle SAT vous dépendez. C'est SAT Sud-Est? Ouais, SAT Sud-Est. On dépend de SAT Sud-Est. Alors là, les SAT, en 2 mots, les SAT, c'est les sociétés d'accélération de transfert technologique. Leur métier, c'est de faire en sorte de valoriser les technologies qui sont développées dans un lieu géographique donné par les laboratoires académiques. Et donc, la SAT Sud-Est s'occupe de valoriser les brevets et technologies développés par les labos qui sont sous son giron, dont Aix-Marseille Université. Et donc, en particulier, ils accompagnent via des financements de maturation et de prématuration les chercheurs pour les aider à créer leur start-up et en particulier leur start-up d'hypothèse. Si tout ceci vous intéresse et que vous êtes avancé dans le process, il y a un concours qui a été lancé depuis 2019 par BPI France, qui est le concours ePhD, qui vous permet de gagner un accompagnement justement pour mieux vous préparer à la création de votre startup. Et enfin, puisqu'on est aussi là pour faire sa pub, on a notre initiative chez PhD Talent qui s'appelle The PhD Mind, où l'idée c'est que nous, on souhaite revenir un peu à la base, donc plutôt pour les gens qui sont encore un peu éloignés du sujet, mais qui ont envie d'être sensibilisés. Donc, on fait tout un cycle de webinaires pour aborder des sujets liés à l'entrepreneuriat, sur la création d'équipes, sur comment transférer ses compétences de chercheur à des compétences d'entrepreneur, qu'est-ce qu'un business model, qu'est-ce qu'un business plan, des choses assez basiques
quand il s'agit d'entrepreneuriat, mais qui sont essentiels. Et donc, vous pouvez vous inscrire à nos webinaires directement en passant via notre plateforme. Et c'est gratuit, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet de l'entrepreneuriat? Juste une petite remarque pour faire notre pub également. Il y a normalement des personnes de BPI France et en particulier qui parleront du sujet d'iPhD et de comment ce concours est accessible lors du forum Biotechno Sud à Marseille. Ok. Pour l'instant, pas de questions. Sinon, encore une fois, on pourra revenir dessus un peu après. Non, pour l'instant, pas de questions. Donc, comme je vous ai dit, là, les 3 grands panels que je vous ai montrés, c'est un peu ce qui est accessible aux docteurs de manière générale. Évidemment, il y a plein d'autres métiers possibles que je n'ai pas présentés. Donc, ne vous enfermez pas dans ce que je viens de vous dire. Je vous donne quelques autres exemples. Il y a la communication scientifique, il y a le secteur public hors recherche dans l'administration. Pour vous qui êtes docteur en biologie ou en sciences de la vie, il y a les métiers de MSL ou de Clinical Research Associate dans les CRO. Donc voilà, il y a plein de métiers possibles. Je vous invite à être curieux. Ça va être la deuxième partie de ma présentation. C'est surtout discuter avec les gens et soyez curieux parce que moi, en tant que PhD talent, jamais je pourrais vous donner l'ensemble du panel exhaustif des métiers possibles après la thèse. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est via différents exemples, de vous dire qu'il y a d'autres choses que la recherche publique, même que la R&D, et voilà. Et ensuite de vous dire, soyez curieux. Très rapidement, puisque le temps file, quelques tips pour vous préparer à cette poursuite de carrière. Je l'ai déjà dit en introduction en présentant mon profil, ça prend du temps. Donc, même si vous êtes en première année ou deuxième année, c'est toujours le bon moment pour commencer à se préparer. À se dire, OK, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où, pour combien, et qu'est-ce que je suis prêt à lâcher, qu'est-ce qui est ultra important pour moi, et peut-être quels sont les préjugés que j'ai sur certains métiers. Et du coup, je vais aller discuter avec des gens qui font ce métier-là. Est-ce que les préjugés sont des préjugés ou est-ce que c'est une réalité? Voilà, donc, tout ça prend du temps et donc prenez-le ce temps-là. Souvent, quand je vois des CV de doctorants et de docteurs, parce que j'en ai beaucoup sur la plateforme, vous êtes un peu focus, et c'est normal, vous avez la tête dans le guidon, sur la science. C'est super d'être expert scientifique et technique, et c'est pour ça qu'on forme des docteurs, c'est pour avoir des experts scientifiques et techniques. Ceci étant, à travers votre expérience de recherche, vous avez développé tout un panel de compétences qui vont au-delà de votre expertise. Que ce soit des compétences techniques, je ne sais pas, ça peut être de la programmation, ça peut être l'utilisation de telle ou telle machine, de telle ou telle technique, mais ça peut être aussi des choses plus transverses, et j'en ai déjà parlé pour les métiers du conseil, que ce soit votre capacité de synthèse, peut-être que vous avez fait de la communication scientifique pendant votre thèse, vous avez fait de l'enseignement, donc ça peut être de la pédagogie. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et encore une fois, je n'ai pas envie de faire la liste, parce que l'idée, ce n'est pas de faire une liste à l'après-vert et que vous la mettiez sur votre CV, ce n'est pas très intéressant, ça, mais que vous réfléchissiez à finalement, qu'est-ce que m'a appris chaque expérience en termes de compétences. Et ça aussi, ça prend du temps de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai aimé dans ce que j'ai fait. Et du coup, ça se reflète aussi dans les CV. Enfin, il faut que vous arriviez à le refléter dans vos CV, dans le sens où, justement, ne faites pas une liste dans une colonne à gauche de vos compétences. Généralement, on ne comprend pas pourquoi oui, vous avez ces compétences-là. Une expérience professionnelle ou académique, quand
quand vous dites, typiquement, je sais communiquer à l'oral, par exemple, dites pourquoi vous savez communiquer à l'oral. Je sais communiquer à l'oral parce que j'ai été formé, j'ai candidaté à ma thèse en 180 secondes, j'ai été formé, j'ai pitché devant X centaines de personnes, j'ai été finaliste régional, j'ai été finaliste national, peu importe. Et là, OK, bah, je mets une compétence que j'affirme face à une expérience. Et c'est valable pour toutes les compétences. Si vous balancez, entre guillemets, une compétence comme ça sans donner de contexte de comment vous avez pu développer cette compétence-là, on va avoir du mal, pas à vous croire, mais en tout cas à la projeter sur un contexte, justement. Sur la curiosité, encore une fois, je réinsiste, faites votre travail de veille. Vous le faites sur votre sujet de recherche, faites-le pour votre poursuite de carrière. Vous êtes capable, en tant que doctorant et en tant que docteur, normalement, de trouver la bonne information au bon endroit. Ça fait partie du métier. Donc, si vous êtes capable de le faire sur un petit bout de cellule et sur des sites un peu cryptiques de sciences, normalement, vous êtes capable de le faire sur un annuaire d'un pôle de compétitivité. Et donc, ça, je compte sur vous pour que vous fassiez le travail. On ne pourra pas le faire pour vous. Idem sur échanger avec des professionnels. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur, encore une fois, je vais faire ma pub, mais quand on fait notre forum, sur dire aux doctorants de première et deuxième année, c'est pas que pour les doctorants de troisième année ou pour ceux qui viennent de soutenir leur thèse, le forum. Et je dis pas ça pour remplir mon forum. Je dis ça parce que c'est important d'aller discuter avec des recruteurs et des opérationnels d'entreprise pour dire qu'est-ce que vous attendez de moi quand j'aurai soutenu ma thèse, quel type de compétences, quel type de soft skills, de compétences transverses vous attendez de moi. Et comme ça vous permet de vous préparer pour la suite, pour dans 2-3 ans, quand vous aurez soutenu votre thèse. Et enfin, ne pas oublier que le secteur privé est un peu plus agile et ouvert que le monde académique, dans le sens où ce n'est pas parce que vous choisissez un métier après votre thèse ou après votre postdoc que vous allez vous enfermer dedans pendant 20 ans. Vous avez le droit d'y rester 2 ans, de vous dire « Ok, ça me plaît, je souhaite évoluer dans le même secteur, dans le même métier » ou « Ah bah ça ne me plaît pas, je vais aller faire autre chose ». Et ça, personne ne vous en voudra pour ça. Et ça sera même plutôt bien vu de se dire « Ok, la personne sait se poser les bonnes questions sur elle-même et prend du recul ». Donc n'hésitez pas. Oui, Nassim. Petite question très rapide, comment est-ce qu'on peut se former efficacement ou au moins développer ses soft skills parce que le doctorat, ça nous apprend les techniques de recherche, mais comment on peut se former efficacement Non, mais justement, à côté. moi je trouve que le doctorat développe des soft skills. Typiquement, j'insiste dessus parce que c'est un exemple facile, mais la communication orale, si vous avez fait de l'enseignement, vous avez forcément développé des techniques de communication orale, vous avez développé des compétences en pédagogie. Si votre thèse en tant que telle, normalement, vous a appris à être rigoureux sur plein de sujets, sur le traitement de vos données, sur la manière dont vous les présentez, sur l'éthique professionnelle. Normalement, surtout à Marseille, les questions d'éthique, c'est important en ce moment. Donc, toutes ces choses-là, ça vous paraît peut-être pas très important et un peu minime à côté de la science que vous faites. Et pourtant, généralement, pour le dire un peu crûment, votre sujet de thèse, tout le monde s'en fout. Mais justement, c'est toutes ces compétences-là que vous avez développées pendant votre thèse qui vont être importantes. Parce que trouver un emploi qui correspond pile poil à votre sujet de thèse, à moins d'avoir beaucoup de chance, ça sera pas possible. En revanche, trouver un emploi où vous allez pouvoir continuer à développer vos compétences que vous avez commencé à développer pendant votre thèse, là oui. Merci.
Je finirai sur un petit point qui me paraît important. C'est que dans beaucoup de jobs, quels qu'ils soient aujourd'hui, on va vous demander d'avoir un niveau basique en programmation dans certains langages de programmation. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous engage, vous êtes docteur, normalement, c'est quand même pas bien compliqué à apprendre. En tout cas, les bases d'un langage simple, entre guillemets, comme Python, comme R, pour faire des stats, pour faire du traitement de data. Voilà, j'invite tout le monde à avoir un bagage minimum sur ces sujets-là parce que généralement, c'est demandé dans beaucoup de jobs aujourd'hui. Dernière slide, et ensuite vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Alors, j'ai beaucoup insisté sur la plateforme PhD Talent et c'est bien d'avoir un compte PhD Talent. Je vous invite à faire un compte PhD Talent. Après, il y a une grosse plateforme qui est la plateforme leader dans le monde du business et de la mise en relation avec des professionnels, c'est LinkedIn. Si vous voulez rencontrer, discuter avec des professionnels, ayez un profil LinkedIn bien rempli, propre, et n'ayez pas peur de demander des gens en contact, de leur envoyer un petit message, de leur dire j'ai vu que tu avais fait un doctorat et que maintenant tu fais tel métier, ça m'intéresse. En tout cas, je me pose des questions sur ce métier-là. Est-ce qu'on peut en discuter soit autour d'un café, soit en visio pendant 15 à 30 minutes? Si c'est poli, si c'est bien amené, les gens répondent sans souci. Alors, il ne vous répondra pas forcément dans la minute, hein, parce qu'on est tous très occupés. Mais éventuellement, après une petite relance, les gens sont très ouverts, les gens sont sympas de manière générale, hein, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à demander des conseils aux gens qui font des métiers qui peuvent vous intéresser. Oui, pour rebondir là-dessus, nous, pour le forum notamment, on a contacté énormément de personnes par LinkedIn pour avoir des intervenants et tout. Et c'est vrai que je confirme ce que tu dis, les gens sont très sympas sur cette plateforme-là. Il faut juste éviter d'avoir une approche trop agressive et où on ne fait que demander des choses. On est là, justement, si vous êtes là pour partager, les gens vous répondront. Si vous êtes juste là, soit pour vendre quelque chose, soit pour tirer quelque chose de quelqu'un, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes dans une optique de partage, là, ça fonctionnera. Et sur ces bons mots, sur le partage, on peut passer aux questions. Nassim, tu as toujours la main levée? Non, j'ai une question. C'est pour rebondir sur tu disais le postdoc, non. Est-ce que tu peux aller plus loin là-dedans? Non. Pourquoi oui, pourquoi non, et pourquoi est-ce que tu dis plutôt non? D'une manière générale, la réponse est non. Quand la question est formulée, est-il nécessaire de faire un postdoc pour aller dans le privé? Ce qui était une des formulations qui était en début de webinaire. Je réponds et j'insiste, la réponse est non. Sauf, alors pour des raisons culturelles que je ne comprends pas, dans certains grands labos pharma, et c'est exclusivement dans ces milieux-là que je l'ai vu, on demande un postdoc, souvent à l'étranger, pour rentrer dans ce type de boîte. Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais bien compris pourquoi, mais c'est le cas. Alors, on a Laurine qui lève la main. Vas-y. Yes, salut, merci beaucoup pour la présentation. Beaucoup de choses que je ne savais pas. Moi, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Nassim, mais à l'inverse, du coup, c'est vrai qu'en master, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que si on faisait une thèse ou même une thèse plus un postdoc, ça pouvait nous jouer des tours et même être défavorable pour qu'on ait un poste
a priori dans le privé parce que du coup, on aurait un niveau de diplôme qui serait trop élevé et ce n'est pas ce qu'ils recherchent pour certaines entreprises. Alors, je comprends l'idée. Elle a pu être vraie il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En tout cas, moi, de ce que j'observe, déjà parce qu'il y a une meilleure connaissance de ce qu'est le doctorat, de ce qu'on y apprend et de à quoi ça sert, et comment se passe un doctorat, déjà. Et puis, justement, avec ce plan, en fait, la vertu du plan Deep Tech, un des effets collatéraux du plan Deep Tech qui était lié à l'entrepreneuriat, c'est que ça a beaucoup mis les jeunes chercheurs en avant, parce que BPI France le fait. Et du coup, ça a rendu, d'une certaine manière, auprès de certaines entreprises, le docteur assez bankable. Il y a aujourd'hui, j'ai des entreprises qui ne recrutent pas que des docteurs, parce que ça serait mentir de dire ça, mais recrutent beaucoup de docteurs, alors qu'ils ne le faisaient pas il y a quelques temps. D'accord, ok. Cool, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Pierre-Louis, vas-y. Oui, alors j'ai une question par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait que pendant la thèse, on avait l'activité scientifique d'un côté et les soft skills de l'autre. Mais à quel point ces soft skills, ils sont reconnus sur un CV ou pour aller voir les employeurs? Parce que souvent, c'est des trucs qu'on fait un peu à côté et qui ne sont pas vraiment des qualifications, qui ne sont pas sanctionnés par des diplômes ou quoi que ce soit. Donc finalement, c'est un peu uniquement basé sur la confiance. Et du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que toutes les formations qu'on a, qui sont mises en place par l'école doctorale, est-ce qu'elles sont reconnues telles quelles ou bien c'est quelque chose qui est un peu comme un hobby ou savoir que quelqu'un fait du piano ou qu'il est capitaine de son équipe de foot? Donc, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que, notamment pour tout ce qui va être pharmaceutique, parce qu'on est beaucoup sur la biologie, pour des postes comme les affaires médicales ou aller travailler dans des fonds ou quoi que ce soit, peut-être que ça va nécessiter une formation complémentaire. Et dans ce cas-là, vers quoi il faut se tourner? Est-ce que c'est des IAE? Est-ce que c'est des écoles de commerce? Parce que c'est des dossiers à faire en janvier, février. Nos thèses, elles se finissent en novembre. Donc, il faut quand même prévoir au moins 6 à 8 mois à l'avance, avant même de penser à réunir les fonds si c'est des écoles de co. Et finalement, est-ce que c'est nécessaire d'aller faire un MSc management pharmaceutique dans une grande école parisienne, ou est-ce que une formation plus abordable dans une IAE qui sera en rapport avec ce qu'on fait est suffisante? Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Pour ce qui est des soft skills, la manière dont la question a été tournée sous-entend que les soft skills ne sont développés que quand on est dans son tournoi de ping-pong. Ce qui n'est pas le cas, puisque quand on est au labo, on développe aussi des soft skills. Il n'y a pas justement d'un côté les soft skills et d'un côté l'expertise scientifique et technique. Tout se fait d'un bloc. Vous pouvez développer d'autres soft skills via vos hobbies, ça, il n'y a aucun souci. Au contraire, moi, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, quand j'ai quelqu'un qui postule chez moi et que, à tout hasard, il met ses hobbies sur son CV, j'aime bien en discuter et puis ça peut m'indiquer des choses sur la personne. Et donc ça, c'est très bien. Mais encore une fois, il ne faut pas décorréler les soft skills ou les compétences transverses et l'expertise scientifique. Tout se développe d'un bloc. Typiquement, quand je parle de rigueur qui est soft skills, la rigueur, vous ne la développez pas quand vous êtes en formation doctorale, enfin en formation, je veux dire, de votre école doctorale. Vous la développez quand vous êtes au labo et que vous devez avoir la rigueur scientifique nécessaire pour faire vos expériences, pour traiter vos données, etc. Pour ce qui est des formations à l'école, dans vos collèges doctoraux ou à l'école doctorale, première chose, c'est que je ne peux que vous inciter à y aller. J'ai l'impression, alors je n'ai pas de contact aujourd'hui avec le collège doctoral d'Aix-Marseille. Ceci étant, j'ai beaucoup de contacts dans d'autres collèges doctoraux. Il y a des formations qui restent vides, alors que
je ne dis pas que toutes les formations sont de très haut niveau, mais en tout cas, il y a des formations qui sont top et qui restent vides. Si elles sont mises en place, c'est qu'elles ont une utilité. Et donc, je ne peux que vous conseiller à y aller. Et ça montre aussi à vos recruteurs potentiels que vous vous ouvrez à d'autres choses que être enfermé au labo à faire votre thèse. Donc, aller prendre l'air en formation, c'est toujours une bonne chose. Et dernière chose, sur les métiers spécifiques que vous avez mentionnés, affaires réglementaires par exemple. Alors, je ne suis pas assez spécialiste pour donner des conseils avisés sur les sujets. Ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a encore très peu de temps, les entreprises pharma qui recrutaient ce type de profil allaient plutôt recruter des gens qui étaient déjà plutôt pharmaciens ou médecins et qui avaient une formation business complémentaire. Est-ce que c'est encore le cas? Alors déjà, je sais qu'ils s'ouvrent au profil docteur. Déjà, c'est une première chose sur ces postes-là. Après, est-ce qu'ils recrutent directement post-thèse ou est-ce qu'il faut se former et dans quelle école? J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je ne me positionnerai pas là-dessus. Mais j'ai le sentiment qu'à partir du moment où vous avez montré que vous avez de l'intérêt pour le sujet, éventuellement par une petite formation, je pense que c'est fait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'aller dans une grande école parisienne ou d'ailleurs pour trouver un poste en affaires réglementaires. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une question dans le chat en anglais. Are there any utmost consideration when undertaking a PhD in Canada? Thank you in advance. La situation est quasiment la même au Canada, en fait, qu'en France pour les docteurs. Donc, je vais répondre simplement non. Après, il y a toute la partie administrative que je ne maîtrise pas du tout, des visas, etc. Donc, ça, mais sur le plan poursuite de carrière, c'est quasiment la même situation qu'en France. Donc, ouais, alors du coup, il y a une question sur Tu l'as vu. sur les MSL. Je suis d'accord que encore une fois, comme pour les affaires réglementaires, les postes de MSL étaient quasiment exclusivement donnés à des médecins ou des pharmaciens. Encore une fois, j'ai eu typiquement, qui est-ce qu'on a eu récemment en call, je ne sais plus si c'est Amgen ou AstraZeneca, qui commence à recruter des MSL docteurs au sens du PhD. Et donc, même chose, ça commence à changer sur ce prisme-là auprès en tout cas des grandes entreprises pharma. Je sais que pour le coup, qu'il y a des formations MSL pas chères qui existent, qu'elles soient en ligne ou en physique. Pour le coup, ça peut faire la différence de se dire je fais une petite formation au métier en amont. Mais c'est vrai qu'on ne va pas nier que jusqu'à il y a peu de temps, c'était essentiellement les docteurs en médecine qui étaient recrutés sur ce type de poste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas dans le chat. J'en vois pas non N'hésitez pas à plus. lever la main aussi, également, si vous avez des questions. Moi, j'avais des questions, mais qui étaient arrivées dans le chat en début, Ouais. que j'ai attendu de voir si Oui, tu répondais effectivement. pendant ta présentation à ces questions-là. L'une des questions, c'était comment séparer les secteurs de l'éducation et de l'expérience, parce que le doctorat contient les deux dans un curriculum vitae. Ouais. Ce problème il est souvent confondu par le recruteur. Ouais.
Moi, je conseille, c'est un conseil parmi d'autres, de mettre les deux. C'est-à-dire de présenter son doctorat dans la partie académique, formation, et d'expliciter son expérience de recherche dans la partie expérience professionnelle. Moi je le mets dans les deux parties. Avec une partie qui est plus courte que l'autre. C'est-à-dire que la partie formation, c'est une ligne, doctorat de telle université obtenu en telle année. Et dans la partie expérience professionnelle, il y a une explication de la mission qui était proposée pendant la thèse. D'ailleurs, en parlant de CV… Pardon ? Non, je disais encore une fois, pour ceux qui viennent au forum, on a des stands de correction de CV et de lettres de motivation qui sont prévus. Donc pour ceux qui viennent, si vous avez déjà des CV, vous aurez accès à des personnes qui sont soit des recruteurs, soit des personnes qui sont en charge des ressources humaines de leur entreprise, avec lesquelles vous pourrez discuter sur votre CV, votre cas particulier et les astuces pour mettre en avant les compétences que vous avez développées. Ouais, c'est toujours bien d'avoir des… Alors, c'est toujours bien d'avoir un avis, mais c'est toujours bien d'avoir des avis sur son CV. Parce qu'il y a à peu près autant d'avis que de recruteurs. Donc, typiquement, ne prenez pas mon avis au pied de la lettre. C'est un avis parmi d'autres. Vous aurez sûrement des avis contraires, complémentaires. Et donc, voilà. Ensuite, faites avec les différents avis qu'on vous donne et faites un CV qui vous ressemble partout. Il y a quand même une chose où je suis un peu strict là-dessus, sur le CV. La liste des publications scientifiques, c'est niette. Tout le monde s'en fout. La liste d'une page de j'ai écrit dans je ne sais quel journal que personne ne connaît, même si c'est un Nature d'ailleurs, on s'en fout. Globalement, on s'en fout. Dire j'ai écrit X publications en tant que premier auteur dans X journaux, en telle année, telle année, telle année, ça prend une ligne et ça suffit. Soit ça intéresse le recruteur, il a accès à Google Scholar, a priori, soit il s'en fiche, et il s'en fiche. C'est très clair. Il y avait une autre question aussi en début de webinaire qui était quels sont les points à mettre en avant pour être concurrentiel par rapport à ceux qui sortent de l'école d'ingénieur ou autres? Alors justement, c'est pas une compétition. J'en ai un peu marre de cette dichotomie qui n'a pas de sens déjà entre un niveau Bac+5 qui est école d'ingé et un docteur, puisqu'on peut être, c'est mon cas, ingénieur et docteur. Donc déjà, il faut pas se dire je suis en compétition avec ce type de profil. Généralement, une entreprise, ce qu'elle cherche, c'est d'avoir des personnes, quel que soit leur niveau de diplôme, qui vont correspondre à ce qu'elle cherche, et à des compétences et à un savoir-être et à un savoir-faire pour un poste donné. Donc, il ne s'agit pas de se mettre en compétition, il s'agit de savoir quels sont ses points forts, ses compétences qu'on a développées, son expertise, parce que s'il s'agit de comparer un ingénieur à un docteur, les 3 ans de différence de niveau d'études, il y a quand même beaucoup de niveaux d'expertise sur un sujet donné qui ont été développés. Normalement, à la fin de votre thèse, et soyez fiers de ça, c'est vous l'expert mondial de votre sujet de thèse, c'est personne d'autre. Donc, sans être prétentieux, assumez-le. Mais je ne veux pas aller beaucoup plus loin parce que je ne trouve pas la comparaison très pertinente. Voilà.
Alors moi, j'ai plus de questions, j'avais tout noté. Ok. Donc voilà. Je sais pas si en tout cas, beaucoup de gens Non, sont pareil, contents sur j'avais le pas de. sujet. Non. Beaucoup de gens te remercient de partager des expériences et de la présentation que tu as fait, en tout cas. Super. Bah, écoutez, encore une fois, c'était un plaisir pour moi. Alors, comme d'hab, j'ai beaucoup débordé, mais j'espère que ça vous a apporté des billes pour votre poursuite de carrière. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de discuter avec nous et puis, enfin, nous tous là pour ce premier webinaire. Pour ce qui est de notre association, on va essayer d'en organiser d'autres sur d'autres thématiques, en particulier du fait de nos origines plutôt sur les questions de biotechnologie, des métiers accessibles aux doctorants et aux jeunes chercheurs en biologie. Et voilà, on aurait bien aimé vous retrouver sur notre forum du 20 octobre, mais bon, vous avez un gros événement le lendemain, donc l'année prochaine, on essaiera de se coordonner de la meilleure des manières pour faire On les en choses discutera, ensemble. Nassim. Pas de C'est souci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et il y a une petite enquête de satisfaction qui va s'afficher normalement lorsque vous allez fermer le webinaire. Ça nous permettra d'avoir vos retours et puis de faire mieux pour les prochaines fois. Et encore une fois, merci beaucoup, Florian, pour ton temps et pour tes conseils. Ouais. Merci Nassim, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à vous d'être beaucoup. venus. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Florian. Merci à Au tous. revoir. Merci Florian et merci pour les organisateurs. C'était super. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne